Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, un atelier sur la présentation d'une étude sur la migration interne a eu lieu hier au Palais du Peuple. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'OMS approuve la vague de restrictions qui s'abat sur l'Europe. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, un atelier sur la présentation d'une étude sur la migration interne a eu lieu hier au Palais du Peuple. Cet atelier organisé par le ministère des Affaires sociales en partenariat avec le secrétariat d'État à la décentralisation, avec l'appui financier bien entendu de l'OIM, a porté sur la migration interne. L'objectif principal de cette étude est d'appréhender et d'analyser le phénomène des déplacements de la population à l'intérieur de la République de Djibouti, afin de fournir une base factuelle sur la migration interne, ce flux et son impact sur les indicateurs socio-économiques ainsi que sur les conditions de vie des ménages. La collecte des données de l'étude sur les déterminants, les conséquences de la migration. Cette première étude du genre réalisée par des experts locaux vise à traduire un besoin de connaître la portée socio-économique qui est associée à cette problématique. Il convient de rappeler et de souligner que cette étude trouve racine dans le changement de l'apparition de nouveaux quartiers périphériques dans la capitale, permettant ainsi de mieux cerner la migration interne. Cette étude, réalisée par des experts nationaux, ont exposé, une fois fini, un vif échange autour de cette thématique qui s'est ouvert entre les différents participants des institutions concernées et de près et de loin. Que finalement nous avons pu tous se rejoindre ici aujourd'hui pour cette importante étude. J'aimerais souligner 2-3 points. Tout d'abord au niveau de la terminologie. Souvent quand on parle de migrants, on pense aux migrants vulnérables des pays voisins qui sont en situation administrative irrégulière, etc. Et quand vous regardez par exemple notre définition institutionnelle de ce que est un migrant, la notion de la migration interne y est inclue. Et c'est dans ce sens-là que je pense que nous pouvons être particulièrement fiers aujourd'hui d'avoir abouti à ce travail remarquable, donc cette analyse et ces collectes des données qualitatives et quantitatives sur le phénomène de la migration. Le secrétaire d'État à la décentralisation, M. Aramis, a fait savoir que la migration interne n'était pas un phénomène isolé. Il a souligné qu'il fallait remédier à cela et faire des collectivités territoriales des entités économiques. Voici son extrait. Pour moi, l'opportunité de féliciter chaleureusement ma collègue des Affaires sociales et des Solidarités pour avoir diligenté cette étude, bien sûr, qui alimentera substantiellement nos politiques publiques. Le mérite que je relève ici est que son département a instauré un cadre collaboratif pour la conduite appropriée de cette importante étude. Les données de cette étude arrivent pour mon département à point nommé. Elles mettent en relief, et cela de manière cohérente et explicite, les différents indicateurs que nous prenons en considération dans la mise en œuvre de la politique ambitieuse de la décentralisation engagée par le chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Mon département a toujours plaidé et œuvré pour mieux outiller les régions en instaurant des pôles de développement économique axés sur la potentialité spécifique. Cette étude identifie indiscutablement que la migration interne obéit avant tout à des ressorts économiques. Je sais que vous avez déjà enrichi par vos apports, vos commentaires et vos propositions ces rapports. Vous pouvez toujours continuer à l'enrichir et nous serons toujours à l'écoute. Mais vous le savez mieux que nous, il y a les temps de la réflexion, les temps des propositions et les temps de l'action. Eh bien, de son côté, la ministre, Mme Mouna Rasman Adena, a souligné que ce travail traduisait une démarche collaborative. Écoutons-la. L'importance que nous accordons à cette étude tient à 3 raisons. La première est qu'elle s'inscrit dans l'effort de l'État de disposer d'un maximum d'informations pour bien construire nos politiques publiques. La deuxième, c'est des évidences obtenues. Ces évidences obtenues s'ajoutent à celles dont nous disposons déjà grâce à notre registre social, aux données recueillies dans le cadre de l'incidence de la pauvreté multidimensionnelle et aux premiers résultats de l'enquête de profilage des réfugiés à Djibouti.
En 5 ans, nous sommes parvenus à enrichir nos connaissances des thématiques sociales et à affiner de plus en plus nos méthodes d'intervention. C'est donc à une perception claire et documentée de la dynamique des mouvements de la population dans le territoire national que nous amène l'étude aujourd'hui. Nous y découvrons ainsi comment nos compatriotes se déplacent, pourquoi ils se déplacent, leur degré d'adaptation aux réalités de leur espace d'accueil. Nous percevrons, moi et mon collègue, dans les informations apportées dans cette enquête, autant d'outils pour ajuster nos interventions et les moduler selon les objectifs, les choix des développements nationaux et des programmes de développement régionaux qui leur sont corrélés. Le mérite de l'enquête est de chiffrer les constituants de cette dynamique et de les localiser avec précision son déploiement dans l'espace national. Elle a un autre mérite, celui de montrer que la migration interne ne signifie pas nomadisme. Le déplacement lié à la volonté d'améliorer les conditions économiques des ménages et ceux conditionnés par la scolarisation des enfants, et ceux justifiés par des considérations de santé, sont autant de facteurs qui s'ajoutent au nomadisme, souvent considéré comme le facteur essentiel de la migration interne. Je considère ce fait comme une évolution sociologique dans notre pays qui ajoute aux effets climatiques des causes relatives à l'urbanisation accélérée de notre population. Étant donné les impacts qu'une telle évolution risque d'occasionner sur les plans sociaux, économiques et culturels, ce genre d'étude est de nature à nous éclairer quant aux politiques, programmes et projets et mettre en œuvre pour enrichir d'une part les aspects positifs de cette urbanisation et mettre en valeur d'autre part les atouts des zones rurales. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le centre de conférence Houch Île Roblet de la Gendarmerie nationale qui a abrité hier une cérémonie de clôture de la première promotion du stage national de directeur d'enquête à l'école de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, sous son acronyme le I3PJ, d'une durée de 5 semaines. Ce stage, qui a débuté du 13 septembre 2020, a rassemblé plus de 20 stagiaires issus de la sécurité nationale, la garde-côte, de la gendarmerie nationale, présidé par le substitut du procureur général, en l'occurrence M. Ibrahim Hussein Ouaes. L'événement a vu en outre la participation du colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major général de la gendarmerie nationale, la participation du colonel Ouaes Omar Bagouré, commandant de la garde-côte djiboutienne, du secrétaire général de la commission nationale des droits de l'homme, M. Djibril Ousmane Oufeni, du représentant de l'attaché des sécurités intérieures près de l'ambassade de France à Djibouti, et de plusieurs officiers de la gendarmerie nationale. Rappelons qu'au cours de cette cérémonie riche en couleurs, le président de cette première promotion a pris la parole après la lecture du Saint-Coran pour résumer le programme de formation intense que les stagiaires ont suivi durant 5 semaines. Avoir porté leur choix sur ma modeste personne pour représenter cette première promotion nationale de directeur de l'enquête. Cette formation a réuni 20 stagiaires de différentes institutions, à savoir 10 sous-officiers de la gendarmerie nationale, 5 officiers de la sécurité nationale et 5 éléments de la garde-côte djiboutienne. Monsieur le représentant du procureur général, la criminalité est à nos jours complexe, multiforme, variée, internationale, et celle-ci ne laisse aucun pays à l'abri. Ce qui appelle à notre part, même dans notre diversité le plus remarquable, une organisation et une cohésion pour y faire face. L'école, les 3 PJ sert tous les pays africains et l'océan Indien à la recherche de performances en matière de la police judiciaire dans toutes ses plénitudes. Sans oublier la coopération française, on tient à remercier infiniment le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, qui a mis tous les moyens à notre disposition pour que ce stage se déroule dans les bonnes conditions optimales, tout en permettant aux professionnels des forces de l'application de la loi une nouvelle dimension de connaissances approfondies en matière de perfectionnement de la police judiciaire. Eh bien, le commandant de l'école et le chef d'escadron, Hussein Mohamed Rayad, a lui aussi tenu une allocution dans laquelle il a mis en exergue l'intensité de la formation et l'assiduité des stagiaires. Le chef d'escadron Hussein Mohamed Rayad a également remercié les partenaires locaux et internationaux qui participent activement aux instructions et contribuent grandement au développement des curricula de l'EU3PJ. Un honneur, une joie et une satisfaction de voir la sortie d'une nouvelle promotion. Cette cérémonie
qui marque la fin du stage de directeur d'enquête s'est déroulée du 13 septembre au 15 octobre 2020 à l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. Le directeur d'enquête dirige les investigations judiciaires et coordonne l'action des enquêteurs dans les dossiers criminels ou délictuels complexes. Ensuite vient s'adosser les interventions des techniciens en identification criminelle, qui sont d'un apport considérable dans le processus d'une enquête judiciaire déjà entamée. Bien entendu, nous savons que de nos jours, l'aveu n'est plus la reine des preuves. Et cela nécessite des preuves matérielles qui, après exploitation et révélation des indices et traces prélevés sur la scène des crimes, vont contribuer à la manifestation de la vérité. Il a été simulé le cas d'un exercice d'un attentat terroriste. Cette thématique pratique de grandeur nature a sollicité le déploiement de moyens spéciaux. J'ai fait allusion aux experts en déminage, l'appui d'un maître chien et la téléphonie mobile. Au nom du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, de remercier de prime abord le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, chef suprême des armées, président du Conseil supérieur de justice et premier magistrat de la haute cour de la magistrature, pour avoir donné ces opportunités de formation des techniques de pointe à tous ces forces de sécurité intérieure. Nos remerciements aussi vont à l'endroit du procureur général, M. Jama' Suleiman, patron de la police judiciaire à Djibouti, et notamment Madame la substitute du procureur général, Madame Leila. Enfin, je ne saurais clore mon discours à remercier la coopération française. Et enfin, le représentant du procureur général, en l'occurrence M. Ibrahim Hussein Ouass, a prononcé une allocution dans laquelle il évoquait l'importance de la qualité des procédures transmises au parquet et l'intérêt de cette formation de directeur d'enquête. Il n'a pas manqué de féliciter les stagiaires pour leur réussite et à conclusion du discours, en remerciant le gouvernement, le haut commandement de la gendarmerie et les instructeurs de l'EI3PJ. J'ai l'immense plaisir ce matin d'assister à la cérémonie de clôture des stages des directeurs d'enquête de la première promotion nationale qui a dispensé à cette école du centre d'instruction Cheikh Moussa du 13 septembre 2020 au 15 octobre 2020. Mon colonel, l'école internationale de perfectionnement à la police judiciaire du centre Cheikh Moussa du PK23 a accueilli cette promotion. Elle regroupait une vingtaine de stagiaires issus de la gendarmerie nationale, des gardes-côtes et de la sécurité nationale. Mon colonel, cette formation était axée sur la méthodologie d'organisation, de coordination d'un poste de commandement d'enquête des affaires judiciaires complexes et sensibles et d'un commandement d'enquête lors d'une affaire judiciaire qui doit répartir deux rôles essentiels, les directeurs d'enquête et les directeurs opérationnels, ce qui est différent. Mon colonel, vu la croissance des enquêtes criminelles, cette formation a duré 5 semaines. D'abord, elle était axée sur les investigations, les témoignages, l'assemblage des auditions des personnes pour pouvoir déterminer les personnes impliquées et surtout rédiger un procès-verbal qui sera aussi exploitable facilement par les juges et les procureurs qui pourront faire des qualifications adéquates. Mon colonel, cette école a démontré un savoir-faire de qualité et dispose d'un matériel très sophistiqué à la pointe de la technologie. C'est ainsi que je ne manquerai pas d'abord d'exprimer
ma gratitude envers les formateurs qui ont pu donner leur temps et l'expérience professionnelle acquise déjà et qui ont pu se comporter, même mon colonel, avec un sens de responsabilité inouï. Cette école, ne plus à présenter dans l'Hexagone, elle a fait son chemin et elle formera d'autres stagiaires dans le futur. La commune de Balbala a abrité hier matin au CDC de Chermoussa une réunion de travail entre la commune de Balbala et les conseils des quartiers de cette commune pour l'élaboration et concertation sur la prévention de l'hygiène communautaire, à savoir les problèmes liés à la fuite des eaux usées et les ordures ménagères au sein des quartiers. Cette réunion de travail a été présidée par le président de la commune de Balbala, Idriss Bachir Gourah, assisté par son cabinet. Cette réunion a vu la participation, d'entre autres, du vice-président de la commune de Balbala, les élus locaux, les différents présidents des conseils des quartiers. La séance a débuté par la lecture. L'objectif de cette réunion consistait d'une part à l'élaboration et concertation sur la prévention de l'hygiène communautaire et les problèmes liés à la fuite des eaux usées et les ordures ménagères. Eh bien, le président de la commune de Balbala, Idriss Bachir, a fait un résumé sur les travaux que les équipes techniques de la commune de Balbala ainsi que lui-même ont fait dans les quartiers et surtout les zones touchées par les eaux usées et les ordures, dont il a fait des états de lieux. Il a ajouté que les discussions sont en cours avec les services concernés pour réparer les canalisations détériorées de l'ONEAD et il a informé au conseil des quartiers que des avertissements ont été donnés à des habitants de cette zone et que des amendes seront infligées à ceux qui ne respectent pas ces avertissements. Il a ensuite ajouté que ces démarches se poursuivront jusqu'à l'éradication des ordures et les eaux usées de Balbala sans relâche. Autre actualité nationale, la direction, la région d'Arta, où une cérémonie de remise des kits scolaires s'est tenue hier. Ce lot de plusieurs dizaines de milliers de kits scolaires est offert par un partenaire du MENFOP, à savoir le CAC Bank. Près de 700 élèves des écoles de PK51, Omar Djaga, Laïta, Karta ont bénéficié de ces dons de fournitures et matériel scolaire. Rappelons que ces matériels scolaires composés de cartables, cahiers, stylos, gommes soulagent les bourses des familles démunies pour cette rentrée scolaire. Des nombreux officiels, dont les autorités locales, les responsables régionaux du MENFOP et de hauts cadres de la CAC International Bank et d'autres personnalités civiles ont pris part à la cérémonie de remise de dons. Les uns et les autres ont souligné que les précieux concours des partenaires du MENFOP qui appuient les efforts du gouvernement pour assurer à tous les enfants une éducation gratuite, obligatoire et de qualité. Plus généralement, il faut rappeler que ces opérations de distribution des kits scolaires sont devenues une tradition depuis plusieurs années. Les kits scolaires sont offerts aux enfants de première jusqu'à la 3e année ou à la 9e dans le jargon nouveau. En même temps, le directeur général de l'enseignement présent ici, parmi nous, nous avons des parents d'élèves, la vice-présidente du conseil régional, Madame Filsan, le directeur du conseil pédagogique, les parents d'élèves et les représentants de CAC Bank International. Monsieur Faisal, à qui nous lui sommes très reconnaissants de ce geste, bien sûr, mais qui renforce encore une fois de plus le partenariat existant, les banques et le ministère de l'Éducation nationale. Retour à Djibouti, où la Société nationale du Croissant Rouge de Djibouti a célébré hier la journée mondiale du lavage des mains. Célébrée chaque année dans le monde, cette journée avait pour thème cette année l'hygiène des mains pour tous et mettait l'accent sur l'importance du lavage des mains avec du savon comme un rempart contre certaines maladies, surtout dans un contexte marqué par l'épidémie du Covid-19. En effet, le Croissant Rouge de Djibouti a initié dans le cadre de cette journée des stands de lavage des mains dans les zones très fréquentées de la capitale et des démonstrations sur les 10 étapes du lavage des mains. Cette journée a été célébrée dans les 5 régions, rappelons-le, dans les 5 régions de l'intérieur par les branches régionales du Croissant Rouge. Accent particulier du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19 et on sait tous que le lavage des mains constitue un rempart très important. Donc le Croissant Rouge de Djibouti a disposé des stations de lavage des mains dans les lieux très hautement fréquentés, c'est-à-dire les marchés publics, les marchés commerciaux, les centres commerciaux, pour essayer de rappeler aux gens que le lavage des mains
est important, et surtout en cette période, dans un contexte de propagation du coronavirus. Nous faisons cette activité ici à Djibouti-Ville, mais aussi dans les 5 régions, pour rappeler aux gens l'importance non seulement du lavage des mains, mais aussi de l'hygiène de façon générale. Ça y est, l'aire de jeu du parc romain a rouvert hier ses portes en présence du directeur technique de la mairie, de la directrice de l'école Quartier 7, ainsi que plusieurs élus locaux. Rappelons que le parc romain a été fermé en raison de la pandémie du Covid-19. La directrice de l'école ainsi que du directeur technique de la mairie ont donné le top départ aux enfants pour qu'ils réinvestissent leur aire de loisirs préférée. Plusieurs dispositifs sanitaires ont été mis, comme la mise en place des points de lavage des mains. Le parc Roma, situé en face du vieux stade municipal 6 dans la commune de Blaos, est un espace propice à l'épanouissement des enfants. Ainsi, la ville de Djibouti dispose d'une aire publique gratuite pour les enfants, comprenant divers jeux comme le tour, les toboggans, les balançoires. Et pour les jeunes et les adultes, celle-ci est composée de terrains de football, à 7, de basket et de pétanque. Les jeunes et les enfants ont à disposition une aire de jeu moderne, sécurisée dans l'esthétique, est à souligner. Nous avons eu aujourd'hui l'honneur d'être invités par Madame la maire de la République, Madame Fatouma, pour la réouverture du parc romain après la fermeture due à la situation sanitaire que le pays a traversée. Donc aujourd'hui, je suis là avec mes élèves, les élèves de l'école qui sont là et s'amusent. Ils sont en train de jouer. Donc je suis très contente et j'aimerais bien que ce genre d'initiative se poursuive et qu'on ait plus de parcs attractifs pour les élèves parce qu'ils aiment ça. Nous avons besoin de plus d'espace, etc. Donc je remercie énormément Madame la maire qui nous a honorés, qui nous a invités. Je la remercie énormément. Voici les propos du directeur technique de la mairie sur la réouverture du parc Roma. Cet après-midi, la réouverture du parc Roma destiné aux enfants de la ville. Ce parc a été initié par Madame le maire et a été financé par la coopération militaire italienne à Djibouti. Comme vous savez, monsieur, nous sommes en partenariat avec l'UNICEF. Et nous avons adhéré au concept de ville amie des enfants. Et par conséquent, la mairie de Djibouti pense toujours à apporter du bien, des heures de jeu, des parcs aux enfants de la ville. C'est ce que nous faisons. Ce parc a été fermé depuis le confinement. Il a été réouvert cet après-midi. Les enfants viennent jouer pendant les jours fériés, c'est-à-dire le jeudi après-midi, le vendredi après-midi et le samedi après-midi. Nous laissons les autres jours pour le travail de l'école et il est ouvert entre 6h et 8h. Et non, c'est pas gratuit, c'est 100 francs par enfant. 100 francs par enfant, c'est pas beaucoup. Et les enfants de quartier 7 bis, de l'école de quartier 7 bis ont eu l'occasion aujourd'hui d'être le premier, on les a invités, d'être les premiers joueurs, les premiers enfants à profiter de ce parc. Et à partir d'aujourd'hui, il sera ouvert, nous demandons aux enfants aux parents plutôt d'amener les enfants pendant ces jours fériés. Et dans l'actualité internationale, la France a officiellement remis hier aux autorités marocaines près de 25 000 objets archéologiques, un ensemble exceptionnel qui avait été saisi en France lors des 3 contrôles de la douane et illustre le fléau des pillages des biens culturels. C'est lors d'une conférence de presse et une cérémonie solennelle à Marseille, à Muséum, que le jeudi aux autorités marocaines que l'organisation a pu remettre de la douane illustre ce fléau, pillage, mais concrètement les objets qui pèsent au total près de 3 tonnes ne partiront qu'à la fin du mois vers le Maroc. L'Organisation mondiale de la santé, pour qui a la seconde vague, comme jusqu'à déferler avec plus de 330 000 cas positifs au Covid-19,
par jour. La plupart des pays européens durcissent les restrictions sanitaires et elles doivent être sévères car il s'agit de sauver des milliers de vies, affirme l'Organisation mondiale de la santé, pour que la seconde vague commence juste à déferler sur l'Europe. Et l'OMS prévient si ces stratégies d'assouplissement des restrictions étaient minées, de niveaux de mortalité 4 à 5 fois supérieurs à ceux d'avril pourraient survenir d'ici janvier prochain. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.